Avant de commencer à vous raconter cette histoire qui a marqué ma vie pour toujours, je tiens à vous mettre en garde. Tout ce qui semble être de l'attention n'est pas forcément de l'amour véritable. Parfois, le poison se cache sous l'apparence d'un remède, servi par les mains de ceux qui devraient nous protéger. Bonjour mes chers, je suis Suzanne. J'ai 89 ans maintenant, mais l'histoire que je vais vous raconter commence lorsque je n'avais que 17 ans. Avant de poursuivre, si vous commencez à regarder seulement maintenant, merci de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et de partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez aujourd'hui. Votre présence me donne la force de revivre ces souvenirs douloureux, mais qui doivent être racontés. C'était en 1953, dans une petite ville de Normandie. À cette époque, les choses étaient très différentes. Les mariages arrangés étaient courants, surtout dans les familles traditionnelles, comme la mienne et celle de Gabriel. J'avais à peine 17 ans quand mon père a annoncé qu'il avait trouvé un bon parti pour moi. Gabriel, 23 ans, fils unique de Madame Émilienne, une veuve respectée dans notre petite ville. Je me souviens comme si c'était hier du jour où j'ai rencontré Gabriel. C'était un beau jeune homme, peu bavard, aux yeux bruns profonds, qui semblait porter une tristesse que je ne comprendrais que des années plus tard. Mon cœur de jeune fille a immédiatement été séduit. J'ai rêvé d'une vie à ses côtés. J'ai rêvé d'une maison remplie d'enfants courant partout et des dimanches après-midi en famille. Ah, comme j'ai rêvé. Le mariage a eu lieu 3 mois plus tard. Une cérémonie simple à l'église du village, suivie d'une fête dans le jardin de mes parents. J'étais nerveuse, bien sûr, mais aussi pleine d'espoir. Comment aurais-je pu imaginer que je m'engageais dans un cauchemar qui durerait 5 longues années? Après le mariage, je suis allée vivre dans la maison de Gabriel, où il habitait avec sa mère, Madame Émilienne. La maison était grande, ancienne, avec cette odeur caractéristique de moisi et de lavande qui n'a jamais quitté mes souvenirs. Il y avait un jardin à l'arrière où Madame Émilienne cultivait ses herbes. Des herbes que j'admirais naïvement pour leur variété et pour les connaissances que ma belle-mère avait sur chacune d'elles. « Tu seras heureuse ici, ma petite », fut la première chose que Madame Émilienne me dit quand je franchis le seuil de cette maison en tant que nouvelle épouse de son fils. Ma petite. Le surnom qu'elle me donna semblait doux à ce moment-là, mais aujourd'hui, il me retourne l'estomac rien que d'y penser. Madame Émilienne avait 58 ans quand j'ai épousé son fils. C'était une femme de taille moyenne, aux cheveux gris, toujours serrés dans un chignon strict, avec des mains noueuses de quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, et des yeux, ah, ces yeux bleus clairs, presque transparents, des yeux qui semblaient vous transpercer, comme s'ils pouvaient lire tous vos secrets. Elle portait toujours des robes sombres, à manches longues, même pendant les chaleurs les plus intenses de l'été normand, et portait avec elle un chapelet qu'elle égrenait constamment entre ses doigts, murmurant des prières que je n'arrivais jamais à comprendre complètement. Veuve depuis plus de 15 ans quand je l'ai connue, Madame Émilienne avait construit sa vie autour de son fils unique. « Mon Gabriel est tout ce que j'ai dans cette vie », répétait-elle souvent, avec un regard qui mêlait dévotion et quelque chose d'autre, quelque chose que je n'ai pu identifier que des années plus tard, la possession. Durant les premiers jours après mon arrivée, Madame Émilienne s'est montrée une belle-mère attentionnée. Elle ne me laissait pas faire les tâches les plus pénibles de la maison. Elle disait que je devais m'habituer progressivement. Elle passait des heures à m'enseigner des recettes de famille, à me raconter des histoires de l'enfance de Gabriel, à me montrer comment elle aimait que les choses soient faites dans la maison. « Une bonne épouse doit apprendre à plaire à son mari, ma petite », disait-elle tout en me montrant comment Gabriel aimait son café fort et peu sucré, ou comment elle repassait ses chemises, toujours avec un linge humide par-dessus pour éviter les plis. J'absorbais tout, désireuse d'être une bonne épouse, de plaire non seulement à mon mari, mais aussi à ma belle-mère, qui semblait si disposée à m'accepter dans la famille. Comme j'étais naïve. Les nuits avec Gabriel étaient douces, malgré sa timidité initiale. Il était gentil, affectueux, et peu à peu, nous avons construit notre intimité. Madame Émilienne n'abordait jamais le sujet, mais je remarquais comme elle devenait agitée quand nous nous retirions dans notre chambre. Comme ses yeux me suivaient avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. 3 mois après le mariage, j'ai découvert que j'étais enceinte. La joie s'est emparée de mon cœur. Un enfant,
le fruit de notre amour, grandissait en moi. Quand je l'ai annoncé à Gabriel, j'ai vu ses yeux se remplir de larmes de bonheur. Il m'a serré fort dans ses bras, me murmurant des promesses d'une vie merveilleuse pour notre famille qui commençait à s'agrandir. Quand nous l'avons annoncé à Madame Émilienne, sa réaction a été étrange. Pendant un instant, juste un bref moment, j'ai vu quelque chose passer dans ses yeux clairs. Était-ce de la peur, de la colère? Mais c'était si rapide que j'ai pensé l'avoir imaginé, car bientôt elle me serrait dans ses bras, disant combien ce serait merveilleux d'avoir un petit enfant pour égayer la maison. « Maintenant, plus que jamais, tu dois prendre soin de toi, ma petite, » a-t-elle dit, tenant mes mains entre les siennes. « Je vais te préparer des tisanes spéciales pour fortifier ton utérus. Dans ma famille, nous avons toujours eu des problèmes pour garder les enfants. » C'est ce jour-là que le rituel a commencé. À 15 heures, ponctuellement, Madame Émilienne m'appelait au salon. Elle m'installait dans le fauteuil le plus confortable, plaçait un coussin dans mon dos et apportait un plateau avec une unique tasse en porcelaine bleue aux délicates fleurs dorées. « C'est une tisane d'herbe spéciale, ma petite », expliquait-elle en versant le liquide sombre et fumant. Une recette de famille transmise de génération en génération. Elle va fortifier ton utérus pour garder mon petit-fils. La tisane avait un goût amer, presque imbuvable. Les premières fois, j'ai fait une grimace en la goûtant. « Je sais que ce n'est pas agréable », a-t-elle dit avec un sourire compréhensif. « Mais un bon remède n'a jamais bon goût, n'est-ce pas? Bois tout, ma petite, c'est pour le bien du bébé. » Et je buvais tout ce liquide amer pendant qu'elle m'observait, sans jamais détourner les yeux, jusqu'à ce que la dernière goutte disparaisse. Parfois, je ressentais un léger malaise après, des nausées, des maux de tête, de légères crampes, mais Madame Émilienne m'assurait que c'était normal, que c'était le remède qui faisait effet. Ma mère a aussi eu des difficultés à m'avoir, racontait-elle en reprenant la tasse vide. Elle a perdu 3 bébés avant moi, mais elle a aussi pris ses tisanes et, voyez, elle a réussi à me mettre au monde. Les semaines passaient et je continuais à prendre la tisane quotidiennement. Le malaise augmentait, mais je résistais, pensant au bébé, à la famille que nous étions en train de construire. Jusqu'à ce qu'un après-midi, après avoir bu la tisane, je ressente une douleur aiguë, différente de tout ce que j'avais ressenti auparavant. Et puis le sang. Je me souviens d'avoir crié à l'aide, de Madame Émilienne accourant pour me secourir, de Gabriel revenant du travail et me trouvant déjà au lit, pâle et faible. Le médecin du village fut appelé en urgence, mais c'était déjà trop tard. J'avais perdu le bébé. La douleur de la perte fut dévastatrice. J'ai pleuré pendant des jours, inconsolable. Gabriel souffrait en silence, les yeux rouges, les mains tremblantes quand il essayait de me réconforter. Et Madame Émilienne, elle était toujours là, prenant soin de moi, apportant plus de tisane maintenant pour nettoyer l'utérus, répétant que ce n'était pas ma faute, que c'était simplement le destin. « Certaines femmes ont l'utérus faible, ma petite, » disait-elle, passant sa main dans mes cheveux tandis que je pleurais. « Mais ne t'inquiète pas, nous essaierons à nouveau, et cette fois, je prendrai encore mieux soin de toi. » Après quelques semaines, quand la douleur physique était passée, mais que la douleur émotionnelle était encore bien présente, Gabriel et moi avons recommencé à nous rapprocher. Le désir d'avoir un enfant, de combler le vide laissé par la perte, nous a unis encore plus, et il n'a pas fallu longtemps pour que je tombe à nouveau enceinte. La joie initiale fut contenue cette fois, tempérée par la peur de la perte. Madame Émilienne reprit immédiatement le rituel de la tisane, maintenant avec une urgence encore plus grande. « Cette fois, ça va marcher, ma petite », garantissait-elle, tout en me servant le liquide dans la même tasse bleue aux fleurs dorées. « Tu verras. Ce bébé tiendra bon. » Mais il n'a pas tenu. Ni celui-ci, ni le suivant, ni celui qui est venu après. 5 fois mon ventre a abrité une vie, et 5 fois je l'ai perdue, toujours vers le 3e mois, toujours après des semaines à boire la tisane de Madame Émilienne. À chaque perte, une partie de moi mourait aussi. Gabriel a commencé à boire lourdement, passant des nuits entières hors de la maison, revenant chancelant et sentant le cognac. « Je suis maudit », disait-il entre des sanglots d'ivresse. « Dieu ne veut pas que je sois père. » Et tandis que notre mariage se désintégrait sous le poids des pertes consécutives, Madame Émilienne était toujours là, toujours attentionnée,
toujours avec sa tisane prête à 15 heures. « Ne t'inquiète pas pour Gabriel, me disait-elle. Les hommes ne comprennent pas la douleur d'une femme, mais il m'aura toujours, moi. » La ville entière commentait déjà ma supposée incapacité à avoir des enfants. Les femmes chuchotaient quand je passais. Les regards de pitié me suivaient partout où j'allais. « Pauvre Suzanne, disait-elle. 5 pertes. Elle doit être une femme maudite. » Je me sentais exactement ainsi, maudite. Jusqu'à ce qu'après la 5e fausse couche, la sage-femme, Madame Marcel, qui m'avait déjà assistée lors de toutes les pertes précédentes, demande à examiner la tisane que Madame Émilienne me donnait. C'est alors que la vérité a éclaté au grand jour. Madame Marcel a immédiatement reconnu l'odeur. La rue mélangée à l'armoise, 2 herbes puissantes connues pour leurs propriétés abortives. La tisane que ma belle-mère me servait quotidiennement avec tant de soin et d'insistance n'était pas pour fortifier mon utérus, mais pour garantir qu'aucun bébé n'y survivrait. À ce moment-là, tout a pris sens. Les mots chuchotés à l'oreille de Gabrielle quand elle pensait que je n'écoutais pas. « C'est peut-être mieux ainsi, mon fils. Tu m'auras toujours. Nous nous aurons toujours l'un l'autre. » Le soin excessif, l'insistance pour que je boive jusqu'à la dernière goutte de la tisane, les regards qui accompagnaient mon ventre grandissant avec quelque chose qui n'était pas de la joie mais de l'anxiété. Madame Émilienne ne voulait pas de petits-enfants. Elle voulait son fils pour elle seule, attaché à elle par des liens qu'aucune autre femme ne pourrait briser. Et pour cela, elle était prête à tuer ses propres petits-enfants avant même qu'ils puissent naître. La révélation est tombée sur moi comme la foudre, coupant mon monde en 2. 5 bébés, 5 vies que j'ai portées dans mon ventre, que j'ai aimées dès le premier instant, que j'ai rêvé de bercer dans mes bras. 5 enfants qui m'ont été volés par la femme qui aurait dû être leur grand-mère. La haine que j'ai ressentie à ce moment-là était si intense que j'ai pensé qu'elle me consumerait de l'intérieur. Mais avec elle est venue aussi la détermination. Je ne serai plus une victime de Madame Émilienne. Je sauverai mon mariage, ma chance d'être mère, ma propre vie. Et ainsi a commencé le plan qui changerait à jamais le cours de mon histoire. Après que Madame Marcel m'ait révélé la vérité sur la tisane, un calme étrange s'est emparé de moi. Ce n'était pas le calme de l'acceptation, mais le calme qui précède la tempête. Je devais être astucieuse. Le moindre faux pas, et Madame Émilienne se rendrait compte que j'avais découvert son secret. « Sois prudente, ma fille », murmura Madame Marcel avant de partir. Les personnes capables de faire ce qu'elle a fait n'ont pas de limite pour protéger leur secret. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Allongée à côté de Gabrielle, qui ronflait, ivre après une autre soirée passée au bistrot du village, je revivais chaque moment des 5 dernières années sous un nouveau jour. Chaque geste de Madame Émilienne, chaque parole apparemment affectueuse révélait maintenant sa véritable signification. Ce n'était pas de l'amour qu'elle ressentait pour moi, ni même la tolérance froide que beaucoup de belles-mères vouent à leurs belles-filles. C'était quelque chose de plus sombre, de plus calculé. J'étais simplement un récipient pour perpétuer sa lignée, mais en même temps une menace au contrôle qu'elle exerçait sur son fils. Par la fenêtre de la chambre, j'ai vu la pleine lune baigner d'une lumière argentée le jardin d'herbe de Madame Émilienne. Combien de femmes avant moi, dans combien de générations avaient été victimes de ce type de méchanceté déguisée en soin? Cette pensée me tourmentait. Le lendemain matin, j'ai commencé ma propre mise en scène. J'ai continué à agir normalement, sans donner aucune indication que je connaissais la vérité. À 15 heures, ponctuellement, je me suis assise dans le fauteuil habituel et j'ai reçu de Madame Émilienne la tasse bleue aux fleurs dorées, remplie jusqu'au bord de ce liquide assassin. « Tu sembles mieux aujourd'hui, ma petite », a-t-elle commenté, ses yeux bleus fixés sur les miens, cherchant tout signe de rébellion. « Je me sens plus forte », ai-je répondu, forçant un sourire tout en portant la tasse à mes lèvres. Le goût amer familier a inondé ma bouche, mais cette fois, je savais ce que je buvais vraiment. La mort de mes rêves, le poison qui avait volé 5 vies innocentes. Il m'a fallu toute ma force pour ne pas cracher le liquide au visage ridé de Madame Émilienne, pour ne pas crier toutes les accusations qui bouillonnaient en moi. Au lieu de cela, j'ai tourné mon visage vers la fenêtre ouverte,
comme si je contemplais le jardin. Et discrètement, j'ai laissé la tisane couler de mes lèvres, tombant dans le pot de fleurs à côté du fauteuil. J'ai répété ce geste plusieurs fois, feignant de petites gorgées jusqu'à ce que la tasse soit vide. « Très bien, ma petite. » Madame Émilienne sourit, satisfaite, en reprenant la tasse. « Celle-ci va fortifier ton utérus comme jamais. »« J'en suis certaine, Madame Émilienne, » ai-je répondu. Et pour la première fois depuis que je la connaissais, j'ai soutenu son regard sans baisser les yeux. Pendant une semaine entière, j'ai continué ma comédie. Chaque après-midi, je faisais semblant de boire la tisane tout en la versant discrètement par la fenêtre ou dans les plantes. La nuit, quand tout le monde dormait, je fouillais la maison à la recherche de preuves ou d'indices que je pourrais utiliser pour convaincre Gabriel de la monstruosité que sa mère commettait. C'est lors d'une de ces nuits que j'ai trouvé, caché au fond d'un tiroir de sa chambre, un vieux livre d'herbe. Les pages étaient jaunies par le temps, les bords usés à force d'être manipulés. En le feuilletant à la faible lueur d'une bougie, j'ai trouvé plusieurs passages soulignés sur les propriétés de la rue et de l'armoise. Une annotation en marge, avec la calligraphie reconnaissable de Madame Émilienne, m'a glacé le sang. 3 cuillères de rue, 1 d'armoise, faire bouillir pendant 20 minutes, servir chaud et efficace en 2-3 semaines. Elle avait tout calculé. Chaque fausse couche, chaque perte, chaque larme que j'ai versée avait été méticuleusement planifiée. La colère que j'ai ressentie était si intense que j'ai dû mordre mon propre poing pour ne pas crier. Dans le même tiroir, j'ai trouvé quelque chose d'encore plus troublant. Une petite boîte en bois contenant 5 rubans de cheveux de bébé, chacun attaché avec un morceau de cordon ombilical séché. Avec horreur, j'ai réalisé qu'il s'agissait de souvenirs des enfants que Madame Émilienne n'a jamais permis de naître. Mes enfants, les petits-enfants qu'elle a assassinés avant même qu'ils puissent voir la lumière du jour. Cette nuit-là, j'ai pleuré silencieusement jusqu'à l'aube, serrant mon ventre vide, murmurant des demandes de pardon à mes bébés que je n'ai jamais eu la chance de bercer. La semaine suivante, j'ai fait une découverte encore plus choquante. J'ai dû me rendre à l'épicerie du village pour acheter du sel. Et pendant que j'attendais d'être servie, j'ai entendu 2 femmes discuter à voix basse dans un coin du magasin. « Pauvre Suzanne », disait l'une d'elles. « Madame Émilienne m'a dit qu'elle a l'utérus trop faible pour être mère. 5 pertes déjà. La pauvre doit être maudite. » « J'ai entendu, » répondit l'autre, « qu'elle ne prend même pas bien soin de la maison. Si ce n'était pas pour Madame Émilienne, ce Gabriel vivrait dans la saleté. Mais que peut-on attendre d'une jeune femme qui ne peut même pas donner un enfant à son mari ? Je suis restée paralysée, le sang quittant mon visage. Non contente de m'empoisonner, de me voler mes enfants, Madame Émilienne détruisait aussi ma réputation dans la ville, répandant des mensonges, construisant l'image d'une belle fille inutile, incapable même de la fonction la plus élémentaire, attendue d'une épouse à cette époque, donner naissance à des enfants. Je suis rentrée à la maison abasourdie, chaque pas pesant comme du plomb. En entrant, j'ai entendu des voix venant de la chambre de Gabriel. Il était rentré plus tôt du travail, chose rare ces derniers temps. Je me suis approchée silencieusement de la porte entr'ouverte, et ce que j'ai entendu a brisé mon cœur déjà si meurtri. « Elle ne pourra pas te donner d'enfant, mon fils. » La voix de Madame Émilienne était douce, persuasive. « C'est déjà 5 pertes. C'est peut-être un signe. Peut-être ne devriez-vous pas avoir d'enfant. »« Mais mère ?» La voix de Gabriel était altérée par l'alcool et la tristesse. « J'ai toujours voulu être père. Depuis petit, j'ai rêvé d'apprendre à un fils à pêcher, à monter à cheval. »« Je sais, mon chéri, je sais, » répondit-elle. Et je pouvais imaginer ses mains noueuses, caressant ses cheveux, comme elle le faisait depuis qu'il était petit. « Mais tu m'auras toujours, moi. Nous serons toujours tous les deux, comme ça a toujours été. Je ne t'abandonnerai jamais comme toutes ces autres femmes le font avec leurs maris quand ils vieillissent. » J'ai reculé, horrifiée, les pièces du puzzle s'emboîtant enfin. Il ne s'agissait pas seulement d'empêcher la naissance de mes enfants, il s'agissait de garder Gabriel à jamais attaché à elle, dépendant comme un enfant, sans une famille à lui, pour partager son amour et son attention. Cette nuit-là, j'ai pris ma décision. Je ne pouvais plus rester dans cette maison. Je ne pouvais pas risquer une autre grossesse sous les soins empoisonnés de Madame Émilienne. Je devais fuir.
Cela faisait presque 2 mois que je faisais semblant de boire la tisane, et mon corps, libéré du poison, commençait à montrer des signes. Mes seins étaient gonflés, sensibles. Des nausées matinales m'affectaient, bien que je les cache soigneusement. Je n'étais pas encore certaine, mais je soupçonnais que j'étais à nouveau enceinte, et cette fois, j'étais déterminée à protéger cette vie à tout prix. Le plan a pris forme dans ma tête. J'écrirai à mes parents à Lyon. Je leur demanderai refuge. Je rassemblerai le peu d'argent que j'avais économisé sur la monnaie que Gabriel me donnait pour les courses de la maison. J'attendrai une occasion où je pourrai parler à mon mari, loin des oreilles toujours attentives de Madame Émilienne. L'opportunité s'est présentée un dimanche, alors que nous revenions de la messe. Sur le chemin du retour, Madame Émilienne s'est arrêtée pour discuter avec Madame Joséphine, une vieille amie. J'ai tiré Gabriel à l'écart, dans un coin de la place. « Nous devons parler », ai-je dit, en tenant ses mains entre les miennes. « Pas ici, pas maintenant. Demain, retrouve-moi dans le terrain vague derrière la forge à midi. » Il m'a regardé, perplexe, les yeux encore rouges de l'ivresse de la veille. « Qu'est-ce qu'il y a, Suzanne? Pourquoi tant de mystère? »« C'est important, » ai-je insisté. « S'il te plaît, Gabriel, pour l'amour que tu as ressenti un jour pour moi. » Il a accepté, encore confus, et bientôt Madame Émilienne nous a rejoints, ses yeux bleus étincelants de suspicion. Le lendemain, à midi, j'ai retrouvé Gabriel à l'endroit convenu. Il semblait nerveux, impatient. « Qu'est-ce qui est si important, Suzanne ? » J'ai dû inventer une excuse pour quitter le travail. J'ai respiré profondément et tout raconté. La tisane, les herbes abortives, les découvertes que j'avais faites, les conversations que j'avais entendues. Pendant que je parlais, je voyais son visage passer de l'incrédulité à l'horreur et, finalement, à la fureur la plus pure que j'ai jamais vue. Non. Il secouait la tête en reculant, comme si mes paroles étaient des coups physiques. Ce ne peut pas être vrai. Ma mère ne ferait jamais. Elle nous aime. Elle t'aime, Gabriel, ai-je corrigé, les larmes coulant sur mon visage. Mais c'est un amour malade, possessif, un amour qui n'accepte pas de partager. Elle a tué nos enfants pour te garder prisonnier d'elle. Prouve-le, exigea-t-il, la voix tremblante. Prouve ce que tu dis. J'ai sorti de la poche de ma robe un morceau de papier où j'avais copié la recette trouvée dans le livre de Madame Émilienne. Je le lui ai montré, j'ai expliqué ce que chaque herbe faisait, j'ai répété ce que Madame Marcel m'avait raconté. Si tu ne me crois pas, ai-je défié, demande à n'importe quelle sage-femme de la région ce qui se passe quand une femme prend de la tisane de rue avec de l'armoise tous les jours. J'ai vu la réalisation s'installer dans ses yeux comme des pierres dans un lac. J'ai vu le moment exact où il a compris que la femme qui lui avait donné la vie avait pris la vie de ses propres enfants. Son corps fort s'est effondré sur ses genoux, un cri animal s'échappant de sa gorge. « 5, murmura-t-il, les mains tirant ses propres cheveux. 5 enfants, mes enfants. Je me suis agenouillée à côté de lui, le serrant dans mes bras tandis que son corps était secoué de sanglots violents. Pendant des heures, nous sommes restés là à pleurer ensemble la perte de nos rêves, de nos bébés, de l'innocence que nous ne retrouverions jamais. Quand il s'est enfin calmé, Gabriel a levé son visage et j'ai vu quelque chose de nouveau dans ses yeux, de la détermination. « Que faisons-nous maintenant ?» a-t-il demandé. J'ai pris courage et placé sa main sur mon ventre. « Je pense que j'attends à nouveau un enfant », ai-je murmuré. J'ai arrêté de prendre la tisane il y a presque 2 mois. Nous devons protéger cet enfant, Gabriel. Nous devons partir. La décision a été prise sur le champ. Gabriel irait d'abord à Paris, trouverait un emploi et un logement. Je resterai chez mes parents à Lyon jusqu'à ce qu'ils s'installent. Puis nous nous retrouverions pour commencer une nouvelle vie, loin des griffes empoisonnées de Madame Émilienne. Elle va essayer de t'empêcher, ai-je averti. Elle va utiliser tous les stratagèmes, toutes les manipulations qu'elle connaît. Peu importe, répondit-il, avec une nouvelle fermeté dans sa voix. Je ne pourrai plus jamais regarder son visage sans voir le meurtre de mes enfants. Je n'appellerai plus jamais cette femme mère. 3 jours plus tard, je suis parti pour Lyon. Gabriel a inventé une excuse pour Madame Émilienne, que j'allais rendre visite à une cousine malade, et m'a accompagné jusqu'à la gare. Notre dernière étreinte avant le départ était désespérée, pleine de promesses et de peur. « Prends soin de notre enfant.
murmura-t-il contre mes cheveux. Cette fois, rien ne nous l'enlèvera. Dans le train, regardant par la fenêtre le paysage normand défiler rapidement, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de terreur. Je fuyais, oui, mais je marchais aussi vers un avenir incertain. Tout ce que je savais, c'est que je ne permettrais plus jamais à quiconque, belle-mère, mari ou toute autre personne, de décider de ma vie et de la vie de mes enfants. Quand je suis arrivée chez mes parents, je me suis effondrée dans les bras de ma mère. Je leur ai tout raconté, chaque détail sordide, chaque moment de douleur et de trahison. Mon père, homme de peu de mots mais au grand cœur, a juré que Madame Émilienne paierait pour ce qu'elle avait fait. Il a fallu toute la persuasion de ma mère et la mienne pour le convaincre de ne pas prendre le premier train pour l'affronter. La justice viendra d'une autre manière, assura ma mère, toujours sage. Elle restera seule, sans fils, sans petits-enfants, sans rien d'autre que son propre poison à boire. Dans la sécurité de la maison de mes parents, loin du regard vigilant de Madame Émilienne, ma grossesse a prospéré. Mon corps, libéré du poison qui l'avait intoxiqué pendant si longtemps, a fleuri. Mon ventre a grandi, rond et ferme. Je sentais les mouvements du bébé, chaque coup, chaque retournement, une confirmation que cette fois, tout serait différent. Je recevais régulièrement des lettres de Gabriel. Il avait trouvé un emploi dans une usine à Paris, loué une petite chambre à l'arrière d'une pension. Il travaillait dur, économisait chaque centime pour que nous puissions avoir notre propre maison quand je le rejoindrais. Et Madame Émilienne? Selon les lettres de Gabriel, elle était devenue folle quand elle avait compris que nous ne reviendrions pas. Elle répandait dans la ville que j'avais fui avec un autre homme, que j'avais abandonné son fils, que j'étais une femme sans morale. Mais personne ne la croyait plus. Les mensonges étaient devenus si extravagants, si pleins de haine, que même ses plus anciens alliés commençaient à remettre en question sa santé mentale. Au 7e mois de grossesse, j'ai reçu la nouvelle que j'attendais tant. Gabriel avait réussi à louer une petite maison dans la banlieue de Paris. Il était temps pour moi de le rejoindre, de commencer enfin notre famille. Mais avant que je puisse partir, le destin est intervenu une fois de plus. Par une nuit pluvieuse de juillet 1958, j'ai ressenti les premières contractions. Le travail avait commencé plus tôt que prévu. Pendant 16 heures, j'ai lutté pour mettre ma fille au monde. Chaque contraction, chaque moment de douleur était accueilli avec gratitude. C'était la douleur de la vie, pas de la mort, de la création, pas de la destruction. Et quand j'ai enfin entendu le cri fort et sain de Marie, ma première-née, j'ai su que le cycle de souffrance avait été brisé. Marie est née pesant 2,5 kilos, une petite fille mais forte, avec les yeux bruns de son père et, comme nous le découvririons plus tard, mon entêtement. Quand je l'ai tenue dans mes bras pour la première fois, j'ai fait une promesse silencieuse. Elle ne connaîtrait jamais le genre de méchanceté que j'avais affronté. Elle grandirait entourée uniquement d'amour véritable, le genre d'amour qui libère, pas celui qui emprisonne. 1 mois plus tard, quand Marie était déjà assez forte pour voyager, nous sommes partis pour Paris pour une nouvelle vie, pour la liberté. Le train qui nous a conduites à Paris semblait transporter non seulement mon corps fatigué et ma petite Marie, mais aussi tous les espoirs que j'avais enterrés pendant ces 5 années de cauchemar. Chaque kilomètre qui nous éloignait de la Normandie était un soupir de soulagement, une promesse silencieuse que le pire était derrière nous. Marie a dormi presque tout le voyage, bercée par le mouvement rythmé des rails. Si petite, si parfaite, si étrangère au monde de douleur que son arrivée avait guéri. En regardant son petit visage serein, j'avais du mal à croire que j'avais enfin dans mes bras un enfant vivant, respirant, dont le cœur battait fort contre le mien quand je la serrais contre ma poitrine. Nous sommes arrivés à la gare Saint-Lazare par un après-midi de fin d'août 1958. Le Paris qui m'a accueilli ce jour-là était un tourbillon de sons, d'odeurs et de mouvements qui n'avaient rien à voir avec la paisible ville de province d'où je venais. Des gens courant dans toutes les directions, des automobiles klaxonnant, l'odeur de fumée et d'asphalte chaud. Tout semblait trop grand, trop rapide, trop effrayant. Au milieu de toute cette confusion, j'ai aperçu Gabriel. Il semblait différent, plus mince, avec des cernes profonds, mais il y avait une lueur dans ses yeux que je n'avais pas vue depuis nos premiers jours de mariage.
Quand il m'a vue avec Marie dans les bras, il a couru dans notre direction, ignorant les regards curieux des passants. « Ma fille !» murmura-t-il, touchant du bout des doigts, tremblant, le petit visage de Marie, qui ouvrit les yeux à ce moment précis, comme si elle savait qu'elle était devant son père pour la première fois. Ma fille a survécu. J'ai vu des larmes couler sur le visage de Gabriel tandis qu'il nous serrait dans ses bras, là même, sur le quai animé de la gare. Dans cette étreinte, j'ai senti tout le poids des dernières années se dissoudre. Nous étions une famille maintenant, une vraie famille, unie non par des chaînes de manipulation et de peur, mais par des liens d'amour authentiques. Notre première maison à Paris était modeste. 2 petites pièces au fond d'une maison dans un quartier ouvrier où vivaient beaucoup d'immigrants italiens. Le sol était en ciment brut. Les murs avaient un besoin urgent de peinture, et la seule fenêtre donnait sur un mur grisâtre. Mais pour moi, ce petit espace libre de la présence étouffante de Madame Émilienne était un palais. « Ce n'est pas grand-chose », s'excusa Gabriel en me montrant notre nouveau foyer. « Mais c'est à nous. Et dès que j'aurai économisé plus d'argent, nous trouverons un meilleur endroit. »« C'est parfait, » ai-je répondu, et je parlais sincèrement. N'importe quel endroit où nous pourrions élever notre fille en paix serait parfait. Les premiers mois ont été difficiles. Gabriel travaillait de longues heures à l'usine, faisant souvent des heures supplémentaires pour augmenter notre budget serré. Je m'occupais de Marie et essayais de transformer ces 2 pièces en un foyer accueillant, achetant des tissus bon marché pour faire des rideaux, plantant du basilic et du romarin dans de vieilles boîtes de conserve dans la petite cour. La vie dans la grande ville était très différente de ce que je connaissais. Tout coûtait plus cher. Les gens semblaient toujours pressés. Les voisins se saluaient à peine. Dans les premiers temps, la solitude était ma compagnie la plus constante, interrompue seulement par les pleurs ou les rires de Marie, mais peu à peu, comme une plante qui trouve enfin le soleil après avoir été longtemps à l'ombre, j'ai commencé à m'épanouir dans ce nouvel environnement. Je me suis lié d'amitié avec Madame Lucia, une Italienne qui habitait dans la maison de devant et qui était tombée sous le charme de Marie. C'est elle qui m'a appris à faire des pâtes maison, qui s'occupait de ma fille quand je devais aller au marché, qui m'a présenté à d'autres femmes du quartier. « Tu es forte, Suzanne », me disait Madame Lucia avec son accent marqué. « Jeune, mais forte comme un chêne. Ta bambina a de la chance d'avoir une maman comme toi. » Ces paroles venant d'une femme qui avait élevé 6 enfants pratiquement seule, après être devenue veuve encore jeune, signifiaient beaucoup pour moi. Peut-être pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à me voir comme j'étais vraiment. Non pas la belle-fille inadéquate et maudite que Madame Émilienne avait essayé de faire de moi, mais une femme forte, capable, digne de respect et d'admiration. Gabriel changeait aussi. Loin de l'influence manipulatrice de sa mère, il redécouvrait sa propre identité. Il a arrêté de boire, est devenu plus communicatif, plus présent. Le dimanche, notre seul jour ensemble, il tenait à emmener Marie se promener au parc, exhibant fièrement sa fille, qu'il avait failli ne jamais avoir, à quiconque s'arrêtait pour l'admirer. « Elle a tes yeux », disaient les gens, et Gabriel gonflait de fierté. « Et le nez de son père », ajoutai-je, riant de son expression satisfaite. Quand Marie a eu 1 an, nous avons organisé une petite fête dans la cour de Madame Lucia. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais avec l'aide des voisines, nous avons préparé des douceurs, un gâteau simple et décoré l'espace avec des fleurs en papier coloré. C'était une célébration simple, mais remplie de joie authentique, la joie de célébrer non seulement la première année de vie de notre fille, mais aussi notre propre survie, notre libération. Pendant la fête, alors que j'observais Gabriel faire tournoyer Marie dans les airs, la faisant rire aux éclats, Madame Lucia s'est approchée de moi. « Je n'ai jamais vu un père aussi amoureux de sa fille », a-t-elle commenté. « Et je n'ai jamais vu un enfant aussi aimé. Elle est notre miracle », ai-je répondu sans entrer dans les détails des pertes précédentes. Cette douleur était encore trop profonde pour être partagée. Madame Lucia a serré ma main avec compréhension. Parfois, il faut perdre beaucoup pour apprécier ce qu'on a finalement. Quelle sagesse dans ces paroles simples. En 1960, j'ai découvert que j'étais à nouveau enceinte. La peur initiale était inévitable. Tant de grossesses interrompues avaient laissé des cicatrices.
non seulement sur mon corps, mais dans mon âme. Je craignais que mon corps ne sache plus comment porter un enfant jusqu'à terme, que d'une certaine façon, le poison de Madame Émilienne coule encore dans mes veines. J'ai partagé mes angoisses avec Gabriel un soir, après avoir mis Marie au lit. « Et si je perds ce bébé aussi ?» ai-je murmuré, les mains protectrices sur mon ventre encore plat. « Et si mon corps a oublié comment ?» Gabriel a tenu mon visage entre ses mains rugueuses de travailleur, me regardant avec intensité. « Tu as mis Marie au monde, » dit-il fermement. « Tu es plus forte que n'importe quel poison, Suzanne, plus forte que n'importe quelle malédiction. Ce bébé naîtra et sera aussi fort et beau que notre fille. » Et c'est ce qui s'est passé. En décembre de cette année-là, Pierre est né, notre premier fils, en bonne santé et robuste comme son père. Après lui sont venus Sophie en 1962, François en 1964, les jumeaux Jean et Jacques en 1966 et enfin Claire en 1968. Notre Benjamine, née alors que j'avais déjà 32 ans, un âge considéré comme avancé pour la maternité à cette époque. 7 enfants, 7 vies qui ont fleuri loin des ombres empoisonnées du passé. Chaque naissance était une victoire, une preuve que nous avions brisé la malédiction. À mesure que notre famille grandissait, nous prospérions aussi financièrement. Gabriel avait été promu à l'usine, devenant contremaître. En 1965, nous avons réussi à acheter notre propre maison, petite encore, mais vraiment à nous, avec une cour où les enfants pouvaient jouer et où je pouvais cultiver mes plantes. Plus jamais d'herbes, seulement des fleurs et des légumes. La vie n'était pas parfaite, bien sûr. Nous avions nos difficultés, nos disputes, nos moments de désespoir quand l'argent ne durait pas jusqu'à la fin du mois ou quand l'un des enfants tombait malade. Mais c'était des difficultés normales, affrontées avec amour et unité, sans l'ombre sinistre de la manipulation ou de la méchanceté délibérée. Parfois, surtout les nuits d'orage, quand le tonnerre faisait courir les enfants dans notre lit, cherchant protection, je me surprenais à penser à Madame Émilienne. Était-elle seule dans sa grande maison vide, regrettant le mal qu'elle avait causé? Regardait-elle le jardin d'herbes, maintenant probablement abandonné, se souvenant des 5 petits-enfants qu'elle avait assassinés avant même qu'ils puissent respirer? Nous ne parlions jamais d'elle devant les enfants. Pour eux, la grand-mère paternelle n'était qu'une figure vague, quelqu'un qui vivait trop loin pour faire partie de leur vie. Marie, curieuse comme toujours, demandait parfois pourquoi nous ne rendions jamais visite à la mère de papa, comme nous visitions mes parents à Lyon lors des rares occasions où nous pouvions faire le voyage. Certaines personnes sont comme certaines plantes du jardin, expliquai-je en utilisant des métaphores qu'un enfant pourrait comprendre. Jolies de loin, mais avec des épines qui blessent quand on s'approche trop près. C'était une explication simpliste, mais comment expliquer à un enfant innocent que sa grand-mère avait délibérément assassiné ses frères et sœurs aînés? Comment lui faire comprendre le type de méchanceté qui dépasse la compréhension même pour beaucoup d'adultes? En 1970, j'ai reçu une lettre d'une ancienne voisine de Normandie. Madame Émilienne était malade, disait la lettre. Un cancer à un stade avancé. Les médecins ne lui donnaient plus que quelques mois à vivre. Elle était seule, sans personne pour s'occuper d'elle, se consumant lentement dans la grande maison qui avait autrefois été le décor de mes pires cauchemars. J'ai montré la lettre à Gabriel, sans savoir à quoi m'attendre. Il l'a lue en silence, le visage impassible. Après un long moment, il a soigneusement plié le papier et me l'a rendu. « Elle a fait son choix », dit-il simplement. « Maintenant, elle récolte ce qu'elle a semé. » Il y avait de la dureté dans sa voix, mais aussi de la douleur. La douleur d'un fils qui avait été trahi de la pire manière possible par sa propre mère. Pendant des semaines, j'ai observé Gabriel lutter avec ses sentiments contradictoires. Je voyais comme il serrait nos enfants plus fort, comme parfois il s'arrêtait au milieu d'un jeu, les yeux perdus dans des pensées lointaines. Un soir, après que les enfants soient couchés, il s'est assis à côté de moi sur la petite terrasse de notre maison. « Tu crois qu'on devrait y aller ?» a-t-il demandé, sans avoir besoin de préciser où. J'ai respiré profondément, cherchant dans mon cœur la bonne réponse. Pendant des années, j'avais porté le poids de la haine envers Madame Émilienne.
C'était un fardeau lourd qui menaçait parfois d'empoisonner mon propre bonheur, comme un écho lointain de la tisane qu'elle me forçait à boire. « Je ne sais pas si nous le devons, » ai-je répondu honnêtement. « Mais je sais que si nous n'y allons pas, nous le regretterons peut-être pour le reste de notre vie. » Il a acquiescé, comprenant ce que je n'avais pas dit explicitement, que ce n'était pas pour elle que nous irions, mais pour nous-mêmes, pour clore un chapitre, pour finalement libérer nos cœurs du dernier vestige de poison qui persistait encore, le ressentiment. Nous avons organisé le voyage pour le mois suivant. Mes parents sont venus de Lyon pour rester avec les plus jeunes enfants, et nous n'avons emmené que Marie avec nous. Elle avait déjà 13 ans, et, d'une certaine façon, nous sentions qu'elle devait faire partie de cette clôture, même sans en comprendre complètement la signification. Le voyage de retour dans la petite ville normande a été comme un retour dans le temps. Les mêmes collines verdoyantes, le même air pur de la campagne, les mêmes maisons anciennes alignées sur des rues pavées. Mais je n'étais plus la même Suzanne qui avait fui cet endroit 13 ans auparavant. Je revenais en tant que femme accomplie, mère de 7 enfants en bonne santé, épouse aimée, maîtresse de mon propre destin. Quand nous sommes arrivés à l'ancienne maison de Madame Émilienne, mon cœur s'est emballé. La voilà, la maison bleue aux fenêtres blanches qui avait été ma prison pendant 5 longues années. Elle semblait plus petite maintenant, plus délavée, comme si l'absence de vie à l'intérieur avait aspiré ses couleurs. Une voisine nous a accueillis, expliquant qu'elle prenait soin de Madame Émilienne ces derniers mois. Elle nous a conduits à la chambre où la vieille dame était confinée. La même chambre où, des années plus tôt, j'avais trouvé le livre d'herbes et les macabres souvenirs de mes bébés perdus. Et elle était là, Madame Émilienne, ou ce qu'il en restait. Allongée dans le grand lit en chêne, elle semblait une ombre de la femme imposante que j'avais connue. Le cancer avait dévoré sa chair, ne laissant que peau et os. Les yeux bleus, autrefois si pénétrants, étaient maintenant enfoncés dans des orbites profondes, troubles à cause de la morphine qu'elle prenait pour supporter la douleur. En nous voyant, quelque chose a brillé dans ses yeux. De la reconnaissance, de la surprise, peut-être même un éclair de remords. « Mon fils » murmura-t-elle, sa voix si faible qu'on pouvait à peine l'entendre. « Tu es venu » Gabriel s'est approché du lit, le visage tendu par des émotions contradictoires. Pendant un moment, j'ai cru qu'il allait exploser en accusations, libérer toute la colère retenue pendant plus d'une décennie. Mais quand il a parlé, sa voix était calme, maîtrisée. « Nous sommes venus te dire au revoir », dit-il simplement. Madame Émilienne a détourné son regard de lui vers moi, puis vers Marie, qui se tenait un peu en retrait, curieuse et appréhensive. « C'est... » commença-t-elle, mais sa voix s'est brisée. « Notre fille, ai-je complété, la première qui a réussi à survivre à ton poison. » Il n'y avait pas de colère dans mes paroles, juste la constatation d'un fait. J'ai vu des larmes se former dans ses yeux, coulant sur des joues creusées par la maladie et le temps. « Elle est belle » murmura Madame Émilienne. « Elle a tes yeux. Et nous en avons 6 autres à la maison, ai-je ajouté, tous en bonne santé, tous aimés. » Un sanglot s'est échappé des lèvres desséchées de la vieille dame. Elle a tendu une main dans ma direction, tremblante non seulement à cause de la maladie, mais du poids des confessions à venir. « Pardon, » murmura-t-elle. « Puis-je demander ton pardon, Suzanne ?» J'ai regardé cette main tendue vers moi, les doigts noueux et tremblants qui, un jour, avaient préparé avec tant de méticulosité la tisane qui avait tué 5 de mes enfants. Comment pourrais-je toucher cette main? Comment pourrais-je offrir le pardon pour quelque chose d'aussi monstrueux? Mais alors j'ai senti la présence de Marie à mes côtés, cette jeune fille qui représentait notre victoire sur le mal, sur le poison, sur la malédiction que Madame Émilienne avait tenté de perpétuer. Et j'ai compris que le pardon n'était pas pour elle, mais pour moi, pour Gabriel, pour nos enfants, qui devaient grandir libres du poids de la haine et du ressentiment. Je me suis assise au bord du lit et, après un moment d'hésitation, j'ai pris cette main entre les miennes. « Pourquoi » ai-je simplement demandé. Ce n'était pas une accusation, mais une question sincère. J'avais besoin de comprendre, non pour justifier l'injustifiable, mais pour enfin clore ce chapitre de ma vie. Madame Émilienne a fermé les yeux, comme si elle rassemblait ses forces pour la confession qu'elle s'apprêtait à faire. Quand elle les a rouverts, il y avait en eux une lucidité
qui semblait avoir percé le brouillard de la morphine. « Ma mère a fait la même chose avec moi », commença-t-elle, sa voix plus ferme maintenant. « Avec toutes les belles filles qui sont venues avant toi. C'est une tradition, une malédiction qui passe de mère en fille dans notre famille. » J'ai senti un frisson parcourir mon échine. Une tradition. Tuer ses propres petits-enfants. Elle a faiblement acquiescé. Ma mère appelait cela le prix de l'amour. Elle disait qu'un fils ne doit jamais appartenir complètement à son épouse, que le lien avec la mère est sacré, inviolable. J'ai entendu Gabriel laisser échapper un son étranglé, quelque chose entre un sanglot et un cri de colère. Il s'est éloigné jusqu'à la fenêtre, incapable de regarder sa mère pendant qu'elle mettait à nu l'horrible vérité. Quand j'étais jeune, poursuivit Madame Émilienne, j'ai essayé de lutter contre cela. Je trouvais ma mère cruelle, inhumaine. Je me suis promis que je serais différente, que quand mon fils se marierait, j'accepterais son épouse comme une fille. Elle s'arrêta, prise par une toux sèche et douloureuse. Je lui ai offert de l'eau du verre qui était sur la table de chevet. Elle a bu avec difficulté et a continué. Mais ensuite tu es arrivée, si jeune, si belle. J'ai vu comment Gabriel te regardait, comme si tu étais le soleil et lui un tournesol, toujours se tournant dans ta direction. Et quelque chose s'est réveillé en moi, quelque chose de sombre, quelque chose que je ne savais pas exister. La jalousie, ai-je murmuré, comprenant enfin. Plus que cela, corrigea-t-elle, la possession, la peur de perdre la seule personne qui me restait au monde, la peur de rester seule. Une larme a coulé sur mon visage, non pour elle, mais pour la jeune Suzanne que j'avais été, si innocente, si désarmée face à cette méchanceté calculée. Quand tu es tombée enceinte pour la première fois, continua-t-elle, quelque chose s'est réveillé en moi. Les paroles de ma mère, que j'avais enfouies si profondément, sont remontées à la surface. Un petit enfant vole le fils à sa mère, disait-elle souvent. Un enfant scelle le mariage, éloigne l'homme de son véritable foyer. Alors tu as décidé que mes enfants ne naîtraient pas, ai-je complété, la voix basse mais ferme. Elle a acquiescé, incapable de nier la vérité face à la mort imminente. Le premier n'était pas prémédité. J'ai simplement préparé la tisane, comme ma mère me l'avait enseigné, sans vraiment croire que cela fonctionnerait. Mais quand tu as perdu le bébé, j'ai vu le pouvoir que j'avais entre les mains, et j'ai continué. 5 fois, ai-je ajouté. Tu as assassiné 5 de mes enfants. Madame Émilienne a fermé les yeux comme si mes paroles l'avaient atteinte physiquement. Oui, admit-elle finalement. 5 vies qui n'ont jamais eu la chance de s'épanouir. 5 petits-enfants que je ne connaîtrai jamais. J'ai regardé Marie, qui assistait à la scène avec une expression confuse, encore trop jeune pour comprendre pleinement l'horreur de cette confession. J'ai silencieusement remercié de l'avoir amenée. Elle était la preuve vivante que le mal peut être vaincu, que le cycle de la violence peut être brisé. Quand tu t'es enfuie, poursuivit Madame Émilienne, j'ai immédiatement su ce qui s'était passé, que tu avais découvert la vérité, la colère que j'ai ressentie, la haine. Pendant des mois, j'ai répandu des mensonges sur toi dans la ville, essayant de détruire ta réputation, de convaincre Gabriel de t'abandonner. Je le sais, ai-je répondu. Les nouvelles nous parvenaient jusqu'à Paris. Mais ensuite les années ont passé, la maison est devenue vide, trop silencieuse, et j'ai compris ce que j'avais fait, pas seulement à vous, mais à moi-même. Sa voix a failli, et pendant un moment, j'ai pensé qu'elle ne pourrait pas continuer. Mais après quelques instants, elle a poursuivi, chaque mot représentant un effort visible. La malédiction a fonctionné exactement comme ma mère l'avait promis. Mon fils n'est jamais revenu vers moi. J'ai obtenu ce que je voulais. Il ne t'a jamais complètement appartenu, mais il ne m'a plus jamais appartenu non plus. Je l'ai perdu pour toujours. J'ai regardé Gabriel, toujours dos à nous, les épaules secouées par des pleurs silencieux. Mon cœur s'est serré pour lui, le garçon qu'il avait été, l'homme qu'il était devenu, malgré tout, le père dévoué qui compensait quotidiennement l'absence d'un amour maternel sain par un amour débordant pour ses propres enfants. Plus les années passaient, continua Madame Émilienne, sa voix maintenant à peine un murmure, plus je comprenais l'horreur de ce que j'avais fait. J'ai commencé à voir leurs visages, les bébés, dans mes rêves. J'ai commencé à imaginer comment ils auraient été, quel talent ils auraient eu,
Comment cela aurait été de les entendre m'appeler grand-mère. Elle a tendu sa main tremblante vers la table de chevet. Là, indiqua-t-elle, le tiroir. Je l'ai ouvert avec hésitation, sans savoir ce que j'y trouverais. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en bois, la même que j'avais découverte des années auparavant, contenant les macabres souvenirs de mes bébés perdus. « Je les ai gardés », murmura-t-elle. « Pas par cruauté, mais comme pénitence, pour ne jamais oublier ce que j'ai fait. » D'une main tremblante, j'ai ouvert la boîte. Là se trouvaient les 5 petits rubans que j'avais vus des années auparavant. Mais maintenant, à côté d'eux, il y avait autre chose. 5 petits anges, sculptés dans du bois, chacun avec une date gravée sur la base, les dates de mes fausses couches. « J'en ai fait faire un pour chacun, » expliqua-t-elle. C'était le maximum que je pouvais faire pour eux, un mémorial, une façon de reconnaître qu'ils ont existé, même brièvement. J'ai refermé la boîte, incapable de regarder plus longtemps ces symboles tangibles de ma douleur. J'ai reporté mon attention sur elle, cette femme qui avait causé tant de souffrances et qui maintenant, au bord de la mort, cherchait un pardon qu'elle ne méritait peut-être pas. « Ce que tu as fait, » ai-je dit lentement, mesurant chaque mot, « est impardonnable aux yeux de quiconque. 5 vies, 5 âmes qui n'ont jamais eu la chance de respirer l'air de ce monde. » Elle a acquiescé, les larmes coulant librement maintenant, je le sais. Mais porter cette haine, continuai-je, ce ressentiment ne ferait qu'empoisonner ma propre vie, ma propre famille. Le poison que tu m'as donné pendant si longtemps continuerait d'agir d'une autre façon. J'ai fait une pause, cherchant les mots justes, non pas pour elle, mais pour moi-même, pour mes enfants, pour l'avenir qui nous attendait encore. Je ne peux pas dire que je pardonne ce que tu as fait. C'est peut-être trop demander à n'importe quel être humain, mais je peux dire que je ne permettrai pas que la haine envers toi définisse le reste de ma vie. J'ai tendu la main et touché la sienne de nouveau. Un geste non d'absolution, mais de libération. Ma libération. La malédiction s'arrête ici, ai-je déclaré avec fermeté. Elle ne passera pas à mes enfants, ni aux enfants de mes enfants. Le cycle du poison, de la possession, de l'amour toxique qui emprisonne au lieu de libérer. Tout cela s'arrête avec nous. Madame Émilienne serra ma main avec le peu de force qui lui restait. « Tu es plus forte que je ne l'ai jamais été, » murmura-t-elle. « Plus forte que ma mère, que n'importe quelle femme de notre lignée. » À ce moment-là, Gabriel se tourna enfin vers nous. Son visage était marqué par les larmes, mais il y avait aussi une détermination qui me rappelait le jeune homme dont j'étais tombée amoureuse tant d'années auparavant. « Je ne peux pas te pardonner, mère, » dit-il, la voix étranglée mais ferme. « Ni aujourd'hui, ni jamais. Ce que tu as fait, tu m'as pris non seulement 5 enfants, mais aussi la mère que je croyais avoir. » Il s'approcha du lit, regardant directement dans les yeux la femme qui lui avait donné la vie et qui avait failli détruire la sienne. « Mais je suis ici pour dire adieu, pour clore ce chapitre et aller de l'avant, libre de ton ombre. » Madame Émilienne acquiesça, acceptant ces paroles avec une dignité qu'elle n'avait pas montrée de son vivant. « C'est juste, » murmura-t-elle, « plus que ce que je mérite. » Nous sommes restés là quelques heures de plus. Il n'y a pas eu de grande réconciliation, ni de pardon miraculeux. Seulement la reconnaissance silencieuse que certaines blessures sont trop profondes pour cicatriser complètement, mais que nous pouvons apprendre à vivre avec elles, à les transformer en force plutôt qu'en faiblesse. Quand le soleil a commencé à se coucher, nous avons pris congé. Madame Émilienne a pris la main de Marie une dernière fois, regardant avec émerveillement ce jeune visage innocent qui représentait tout ce qu'elle avait tenté de détruire. « Tu es le miracle, » murmura-t-elle à ma fille, « le miracle qui a survécu au poison. » Marie, sans comprendre complètement le sens de ces paroles, sourit poliment, serrant la main de la grand-mère qu'elle n'avait jamais vraiment connue. À notre départ, la voisine qui s'occupait de Madame Émilienne nous a informé que les médecins ne lui donnaient plus que quelques jours à vivre. Nous avons acquiescé en silence, sachant que nous ne reviendrions pas pour les funérailles. Nos adieux étaient faits. Nous avons quitté cette maison pour la dernière fois, non plus comme des fugitifs, mais comme des survivants. En franchissant le portail, j'ai regardé le jardin d'herbes, maintenant abandonné et envahi par les mauvaises herbes. Les plantes vénéneuses
qui avait autrefois poussé là sous les soins de Madame Émilienne, était morte, cédant la place à des fleurs sauvages qui poussaient librement, sans soin ni contrôle. C'était une métaphore parfaite de ce que nous avions accompli. La transformation d'un sol empoisonné en terrain fertile pour une nouvelle vie. Nous sommes retournés à Paris le lendemain, retrouver nos autres enfants, notre vie construite avec tant d'efforts, loin des ombres du passé. Nous ne leur avons jamais raconté les détails complets de cette visite, seulement que nous avions fait nos adieux à la grand-mère, qui était très malade. 1 mois plus tard, nous avons reçu la nouvelle du décès de Madame Émilienne. Gabriel a reçu la lettre avec une expression impassible, l'a lue en silence, puis l'a brûlée dans la cuisinière à bois, comme pour symboliquement clore ce chapitre de nos vies. Les années qui ont suivi ont été de prospérité et de joie. Nous avons vu nos enfants grandir forts et en bonne santé, chacun suivant son propre chemin, construisant sa propre famille. Marie, notre aînée, est devenue institutrice, consacrant sa vie à enseigner aux enfants, peut-être une façon inconsciente d'honorer les frères et sœurs qu'elle n'a jamais connus. Quand nos enfants ont commencé à se marier, j'ai observé attentivement mon comportement avec mes belles filles et gendres. J'étais déterminée à être l'opposé de Madame Émilienne, à accueillir, à soutenir, à aimer sans possession, sans condition, sans poison. Ce n'était pas toujours facile. Il y a eu des moments où j'ai ressenti de la jalousie, où j'aurais souhaité avoir mes enfants plus près, plus présents. Des moments où un mot ou un geste d'une belle fille m'irritait plus qu'il n'aurait dû. Mais dans ces moments, je me rappelais la boîte avec les 5 petits anges, des 5 vies perdues à cause d'un amour possessif et maladif, et je respirais profondément, choisissant toujours la voie de l'amour véritable, celui qui libère au lieu d'emprisonner. En 1998, Gabriel est décédé d'une crise cardiaque foudroyante. Il est parti comme il avait vécu ces dernières années, en paix, entouré d'enfants et de petits-enfants qui l'adoraient, reconnu comme le patriarche aimant d'une famille nombreuse et unie. Il est parti sans avoir jamais vraiment pardonné à sa mère, mais ayant trouvé une façon de vivre au-delà de la douleur qu'elle lui avait causée. À ses funérailles, regardant le cercueil entouré de nos 7 enfants, des dizaines de petits-enfants et même de quelques arrière-petits-enfants tout juste arrivés, j'ai ressenti une profonde gratitude. Malgré tout, nous avions vaincu. Le poison ne nous avait pas consumés. La malédiction avait été brisée. Aujourd'hui, à 89 ans, je vis dans une petite maison, mais accueillante, dans la banlieue de Paris. Les murs sont couverts de photographies. Un témoignage visuel de la famille que nous avons construite, de la vie que nous avons conquise, malgré toutes les adversités. Ce sont des visages souriants, des yeux brillants, des étreintes sincères. Aucune trace de possession, de contrôle, d'amour qui emprisonne. Parfois, quand je suis seule, je pense aux 5 qui n'ont pas survécu. J'imagine comment ils auraient été, quelles vies ils auraient construites, quels talents ils auraient développés. La douleur ne disparaît jamais complètement, elle se transforme seulement, s'intègre à la tapisserie de la vie d'une manière qui nous permet d'aller de l'avant. Et s'il y a une leçon que j'essaie de transmettre à mes petits-enfants et arrière-petits-enfants, aux nouvelles générations qui n'ont jamais connu l'horreur de ce que nous avons vécu, c'est celle-ci. L'amour véritable n'empoisonne jamais, n'emprisonne jamais. L'amour véritable libère. Dans toutes les familles, il y a des secrets, des douleurs, des cycles de comportement qui se répètent de génération en génération. Mais il y a aussi toujours la possibilité de rupture, de transformation, de guérison. C'est le véritable héritage que je laisse à mes descendants. Pas de biens matériels, pas de terres ou de fortunes, mais la preuve vivante que même le poison le plus mortel peut être vaincu par la force de l'amour authentique. Et quand je regarde mes belles-filles et gendres prendre soin avec tant de tendresse de mes petits-enfants élevant avec tant d'amour mes arrière-petits-enfants, je sais que la malédiction est vraiment terminée. Que ce qui fleurit maintenant n'est que la vie, pure, libre, sans poison. Madame Émilienne est morte comme elle a vécu, seule, ayant tout perdu en essayant de garder son fils pour elle seule. Je vivrai comme j'ai choisi de vivre, entourée d'amour, ayant tout gagné en permettant à mes enfants d'être libres de construire leur propre vie, leurs propres amours.
Et quand mon heure viendra, je partirai en paix, sachant que ce que je laisse derrière moi n'est pas un héritage de possession et de poison, mais de libération et d'amour véritable. Aujourd'hui, assise sur la terrasse de ma petite maison, j'observe les collines au loin, tandis que le soleil de l'après-midi peint le ciel d'orange et de rose. J'ai le temps de réfléchir au long voyage qu'a été ma vie, aux douleurs, aux joies, aux batailles gagnées et, surtout, aux leçons apprises. Vous qui m'écoutez maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai décidé de partager cette histoire si douloureuse après tant d'années. Pourquoi remuer de vieilles blessures quand je pourrais simplement les laisser enfouies dans le passé? La réponse est simple. Parce que certaines histoires doivent être racontées, non par vengeance ou ressentiment, mais comme un phare pour ceux qui pourraient affronter leur propre tempête d'abus et de manipulation. Quand je regarde en arrière, vers la jeune Suzanne de 17 ans qui est entrée dans cette maison en Normandie, pleine de rêves et d'espoir, je ressens une immense tendresse. J'aimerais pouvoir revenir dans le temps et l'embrasser, l'avertir de ce qui l'attendait. Mais je sais aussi que c'est précisément ce voyage qui m'a transformée en la femme que je suis aujourd'hui. Forte, résiliente, capable de reconnaître la différence entre l'amour véritable et ses imitations empoisonnées. En 1973, 5 ans après la naissance de Claire, notre Benjamine, j'ai pris une décision qui changerait à nouveau ma vie. J'ai repris mes études. Gabrielle m'a pleinement soutenue, assumant plus de responsabilités avec les enfants pour que je puisse suivre des cours du soir. À 37 ans, j'ai terminé l'école élémentaire. 2 ans plus tard, le lycée. « Tu n'as pas besoin de faire cela, Suzanne », commentaient perplexes certaines voisines face à ma détermination. « Tes enfants sont déjà sur leur chemin. Ton mari gagne bien sa vie. » Mais je savais que j'en avais besoin. Ce n'était pas seulement pour le diplôme ou pour de meilleures opportunités de travail. C'était pour moi-même, pour la jeune fille qui avait rêvé d'une vie qui avait été interrompue par un mariage arrangé et des années d'abus silencieux. C'était pour toutes les femmes qui, comme moi, avaient été réduites au silence, contrôlées, empoisonnées littéralement ou métaphoriquement par ceux qui prétendaient les aimer. En 1977, j'ai commencé à travailler comme assistante dans une petite bibliothèque du quartier. Le salaire était modeste, mais la joie d'être entourée de livres, de pouvoir lire des histoires de femmes de toutes les époques et de tous les lieux, était un trésor incalculable. C'est là, entre des étagères poussiéreuses et des pages jaunies, que j'ai commencé à comprendre que mon histoire n'était pas unique, qu'à travers les siècles, des femmes avaient affronté leur propre poison, leur propre Madame Émilienne, et avaient survécu pour raconter leurs histoires. « Tu as un don spécial avec les enfants », m'a dit un jour la bibliothécaire en chef, observant comment j'enchantais les petits pendant l'heure du conte. « Tu devrais envisager de travailler avec eux de façon plus directe. » Ces paroles ont planté une graine qui germerait des années plus tard. En 1980, à 44 ans, je suis entrée à l'école d'institutrice. Moi, Suzanne, la jeune fille de province qui avait à peine terminé l'école primaire quand elle s'est mariée, j'étais maintenant une étudiante universitaire. Gabrielle était fière. Nos enfants, alors adolescents et jeunes adultes, l'étaient aussi. Marie, déjà diplômée et enseignant, disait que j'avais été son inspiration pour devenir institutrice. « Tu nous as enseigné la valeur de l'éducation bien avant d'entrer dans une salle de classe, maman », m'a-t-elle dit un jour. « Tu nous l'as enseigné quand tu as décidé que nous méritions une vie meilleure que celle qu'on avait essayé de t'imposer. » Obtenir mon diplôme à 48 ans a été l'une des plus grandes joies de ma vie. Voir mes 7 enfants dans le public applaudir pendant que je recevais mon diplôme a été un moment de triomphe que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas seulement une réussite personnelle, c'était la preuve définitive que le cycle avait été brisé, que le poison n'avait pas prévalu. Pendant les 20 années suivantes, j'ai travaillé comme institutrice dans une école primaire du quartier. Ce n'était pas seulement une profession, c'était une mission. Chaque enfant qui passait par ma classe recevait non seulement des connaissances, mais aussi des leçons sur l'amour véritable, sur le respect, sur la façon de reconnaître les relations toxiques dès le début. « Madame Suzanne », disaient les parents lors des réunions, « nos enfants rentrent à la maison en parlant de la façon dont l'amour qui emprisonne n'est pas un véritable amour. » D'où viennent ces idées ?
Je souriais sans jamais révéler complètement mon histoire, mais en plantant de petites graines de conscience qui empêcheraient peut-être un jour d'autres jeunes femmes de vivre ce que j'ai vécu. En 1998, quand Gabriel est parti, j'ai pensé qu'une partie de moi mourrait avec lui. Après tout, nous avions construit ensemble notre forteresse contre le monde. Nous avions survécu ensemble au pire type de trahison. Mais j'ai découvert que l'amour véritable laisse des racines profondes qui continuent à nourrir même après le départ physique. C'est après sa mort que j'ai commencé à parler plus ouvertement de notre histoire. Pas à tout le monde, bien sûr. Certaines douleurs sont trop intimes pour être partagées de manière désinvolte. Mais à mes belles filles, à mes petites filles qui commençaient à sortir et à construire leurs propres relations, je voulais qu'elles comprennent les signes subtils du contrôle, de la manipulation, de l'amour qui emprisonne au lieu de libérer. Mamie, comment as-tu su que papy était l'homme qu'il te fallait ? M'a demandé un jour ma petite fille Julie, alors âgée de 16 ans et vivant les émotions d'un premier amour. J'ai réfléchi un moment avant de répondre. Ce n'est pas quand nous nous sommes rencontrés, ni même quand nous nous sommes mariés, ai-je finalement dit. C'est quand, face à la plus grande douleur que nous ayons jamais affrontée, il a choisi de rester à mes côtés, de se battre avec moi plutôt que contre moi. L'amour véritable ne se révèle pas dans les moments de joie, ma chérie. C'est dans les tempêtes que nous découvrons qui marche vraiment avec nous. Elle m'a regardée intriguée, trop jeune pour comprendre complètement, mais gardant mes paroles pour l'avenir, quand la vie lui présenterait inévitablement ses propres tempêtes. En 2005, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. L'ironie ne m'a pas échappé. La même maladie qui avait emporté Madame Émilienne me visitait maintenant. Pendant un bref moment, je me suis demandé s'il s'agissait d'une sorte de justice cosmique, d'un règlement de compte final avec le passé. Mais j'ai vite écarté ces pensées. Ma vie n'était pas une continuation de la sienne. Mon histoire ne suivrait pas le même scénario sombre. Quand j'ai partagé le diagnostic avec ma famille, j'ai été inondée d'un amour si intense, si authentique, qu'aucun poison ne pourrait jamais l'effacer. Mes enfants se relayaient pour m'accompagner aux séances de chimiothérapie. Mes petits-enfants préparaient des dessins et des cartes pour décorer la chambre pendant ma convalescence après l'opération. Mes belles-filles et gendres ont organisé un planning pour que je ne sois jamais seule, pour qu'il y ait toujours quelqu'un pour me tenir la main dans les moments les plus difficiles. « Tu ne vas pas affronter cela seule, mamie », m'a dit mon petit-fils Thomas, alors âgé de seulement 10 ans. Toute la famille est là. Et ils étaient là, en effet, non par obligation ou par peur, non par manipulation ou contrôle, mais par amour. Le type d'amour que Gabriel et moi avions cultivé au fil des décennies. Le type d'amour qui libère au lieu d'emprisonner. J'ai survécu au cancer, comme j'avais survécu au poison de Madame Émilienne. Je suis sortie de cette épreuve encore plus forte, encore plus déterminée à vivre pleinement chaque jour qui me restait. En 2010, à 74 ans, j'ai réalisé un vieux rêve. J'ai écrit un livre. Pas exactement mon histoire. Je n'étais pas encore prête à exposer publiquement des blessures si profondes. Mais un livre de contes pour enfants. Des histoires sur le courage, sur la persévérance, sur l'identification et l'échappement de situations toxiques. Les histoires de grand-mère Suzanne n'a vendu que quelques centaines d'exemplaires, principalement dans le quartier et ses environs. Je ne suis jamais devenue riche ou célèbre grâce à lui, mais quand je recevais des lettres de mères disant que mes histoires avaient aidé leurs filles à comprendre des concepts complexes sur les relations saines, je ressentais une richesse qu'aucun argent ne pourrait acheter. L'une de ces lettres, en particulier, m'a profondément marquée. Elle venait d'une jeune mère qui avait fui une relation abusive avec son petit garçon. « Votre livre a été le premier cadeau que j'ai offert à mon fils après que nous ayons quitté son père », écrivait-elle. Je le lui lis tous les soirs, en particulier l'histoire « La tasse bleue ». Il est encore trop petit pour comprendre complètement, mais un jour, quand il sera plus grand, je saurai lui expliquer pourquoi nous sommes partis, pourquoi j'ai choisi la liberté plutôt que la prison dorée que son père nous offrait. Votre livre m'a donné les mots que je n'arrivais pas à trouver. La tasse bleue était en effet l'histoire la plus personnelle du livre. Un conte sur une petite fille qui découvre que la jolie tasse bleue aux fleurs dorées de sa grand-mère ne contient pas la tisane curative qu'elle promet,
mais un poison qui endort lentement celui qui le boit, le rendant dépendant de celui qui sert la tisane. À la fin de l'histoire, la petite fille brise la tasse et plante des fleurs dans le jardin, utilisant les morceaux de porcelaine pour décorer les pots, transformant un instrument de contrôle en quelque chose de beau et libérateur. Savoir que ma douleur transformée en art avait aidé une autre femme à échapper à son propre cycle d'abus a été l'une des plus grandes récompenses de ma vie. Ces dernières années, j'ai partagé mon temps entre ma petite maison, que je tiens à garder, malgré les invitations de mes enfants à vivre chez eux, et les visites fréquentes à la famille éparpillée dans plusieurs villes. À 89 ans, mes pas ne sont plus aussi fermes, ma vision n'est plus aussi claire, mais mon esprit reste alerte, mon cœur reste ouvert. Quand mes arrière-petites-filles adolescentes me rendent visite, elles me demandent souvent comment c'était « à ton époque, mamie ». Je souris à l'idée que mon époque soit révolue, comme si c'était un pays lointain qu'elles ne pourront jamais visiter. Et alors je raconte des histoires, pas seulement les difficiles, mais aussi les belles. Je parle de comment j'ai rencontré Gabriel, de nos premières années à Paris, de la naissance de chaque enfant, des petites victoires quotidiennes qui, additionnées, constituent une vie bien vécue. Mais j'entrelace toujours subtilement dans ces histoires les enseignements les plus importants. Comment reconnaître l'amour véritable? Comment percevoir quand quelqu'un essaie de les contrôler? Comment valoriser sa liberté au-dessus des cadeaux matériels ou des fausses promesses de sécurité? Souvenez-vous, mes chéris, dis-je toujours à la fin. L'amour véritable est comme le soleil. Il illumine, réchauffe, fait grandir, mais n'emprisonne jamais, ne blesse jamais intentionnellement, n'exige jamais que vous vous diminuiez pour qu'il puisse briller. Je vois dans leurs jeunes yeux le même espoir qui a brillé un jour dans les miens, mais je vois aussi quelque chose que je n'avais pas. Une conscience précoce, une compréhension plus profonde de ce que signifie être une femme maîtresse d'elle-même, de son corps, de son destin. Et cela est peut-être mon plus grand héritage. Non pas les 7 enfants que j'ai élevés, non pas les 32 petits-enfants qui m'appellent mamie, non pas les 27 arrière-petits-enfants qui remplissent ma maison de rire et de courses. Mon véritable héritage est la rupture du cycle, la transformation du poison en remède, l'alchimie qui transforme la douleur en sagesse. Madame Émilienne est morte seule, amère, consumée par le même poison qu'elle a tenté d'administrer aux autres. Je vivrai mes derniers jours entourée d'amour authentique, de liens qui n'emprisonnent pas, mais soutiennent. Quand je regarde le ciel étoilé lors des nuits claires d'hiver, j'imagine parfois mes 5 petits qui ne sont jamais nés. Ils seraient adultes maintenant, peut-être avec leurs propres enfants et petits-enfants. La douleur de cette perte n'a jamais complètement disparu. Elle s'est seulement transformée, intégrée à la tapisserie complexe de mon existence. Mais il n'y a plus de colère, plus de désir de vengeance. Seulement la certitude tranquille qu'à la fin, l'amour a vaincu. Non pas l'amour possessif, contrôlant, empoisonné de Madame Émilienne, mais l'amour patient, résilient, libérateur que Gabriel et moi avons construit jour après jour, enfant après enfant, décennie après décennie. Et s'il y a un message final que je voudrais laisser à tous ceux qui écoutent mon histoire, c'est celui-ci. Le poison ne vient pas toujours dans des tasses bleues aux fleurs dorées. Parfois, il vient dans des mots doux qui diminuent votre confiance en vous, dans des gestes apparemment protecteurs qui limitent votre liberté, dans des traditions familiales qui perpétuent des cycles d'abus. Apprenez à reconnaître le poison sous toutes ses formes. Apprenez à dire non, à briser la tasse si nécessaire, à fuir si besoin est. Votre vie est trop précieuse pour être lentement consumée par quelqu'un qui dit vous aimer, mais qui en réalité veut seulement vous posséder. L'amour véritable n'empoisonne jamais, n'emprisonne jamais. L'amour véritable libère. C'est la leçon de toute une vie. C'est l'héritage que je vous laisse. Et tandis que le soleil se couche à l'horizon, colorant le ciel de tons orange et rose, je ressens une paix profonde. Le voyage a été long, souvent douloureux, mais infiniment gratifiant. Le poison n'a pas vaincu. La malédiction a été brisée. Et ce qui fleurit maintenant dans ce jardin arrosé de larmes, mais cultivé avec détermination, c'est simplement la vie, pleine, libre, authentique. Moi, Suzanne,
Fille de province devenue femme, épouse, mère, institutrice, écrivaine, survivante, je peux enfin dire, cela en valait la peine. Chaque combat, chaque larme, chaque nouveau départ, cela en valait la peine. Et quand viendra mon heure de partir, ce sera avec la certitude que je ne laisse pas derrière moi une traînée de poison et de contrôle, mais un chemin illuminé par l'amour véritable, celui qui n'a pas besoin de tasses bleues ou d'herbes amères pour exister. Seulement des cœurs ouverts et des mains qui savent quand tenir et quand lâcher. C'est mon histoire. C'est ma victoire. C'est mon héritage. Mes chers amis, si cette histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre des histoires comme celle-ci. Partagez avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ces mots aujourd'hui et dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez. Votre soutien signifie beaucoup pour moi et me donne la force de continuer à partager ces leçons de vie.